Hello, hello les mamans. Allez, comme prévu, j'avais dit que je ferais un petit live à partir de 13h. Bon, il est 13h30, je vous l'accorde, je suis peut-être un peu en retard. Bon, en même temps, j'aime pas faire les choses de manière fixée, autoritaire. Voilà, moi j'aime bien un petit peu de largesse. Donc, si vous me voyez, n'hésitez pas à vous montrer, à faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de vous avoir en ligne, de pouvoir communiquer avec vous directement. Alors pour celles qui ne le savent pas, je prévois régulièrement, je vais essayer de faire ça tous les jours. Peut-être que parfois je ne le pourrai pas, vous m'en excuserez, mais l'intérêt est de pouvoir simplement ouvrir un dialogue avec toutes les mamans et de pouvoir éventuellement répondre aux questions que vous vous posez, des choses qui sont peut-être difficiles à faire quand on est juste par écran interposé, par exemple sur un réseau. Là, vous m'avez en live, vous m'avez en direct et en plus, vous pouvez me voir, vous répondre. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Pendant ce live, je voulais aussi vous parler de la parentalité. Alors c'est vrai que parfois on a beau avoir simplement eu un enfant, on a beau l'avoir éduqué au mieux, on se demande toujours finalement qu'est-ce que ça implique que de devoir être parent. Déjà, quand on entend le mot parent, coucou, je vois quelqu'un qui apparaît, eh bien coucou, on peut faire un petit coucou vite fait, c'est sympa. Je n'ai jamais mangé personne, donc vraiment vous êtes la bienvenue. Vous pouvez vous présenter rapidement et c'est sympa, comme ça on fait connaissance. Voilà, donc j'expliquais que déjà dans le mot parentalité, on entend le mot parent et c'est vrai que tout de suite on entend forcément dans le mot parent la mère et le père. Mais je sais que beaucoup d'entre vous êtes seuls, vous devez élever votre enfant seul et c'est vrai que ça peut compliquer un petit peu les choses. Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est vrai que d'être à deux, il y a des avantages parce que c'est vrai qu'on peut chacun de son côté apporter un petit peu ses connaissances, son savoir, son expérience. Peut-être que l'un d'entre vous avait déjà été parent même avant. Et puis bon, voilà, on a eu notre propre éducation. On est là aussi pour transmettre nos valeurs, nos propres valeurs à soi. Et le père comme la mère sont là justement pour s'unir et pour pouvoir apporter ces valeurs mutuelles ajoutées. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous devez être maman seule face à l'enfant. Donc là, effectivement, ça mérite un petit peu plus de savoir-faire, on va dire. Alors, coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en live. N'hésitez pas, ce live est prévu pour vous, juste pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit coucou, puis mettre votre question. Je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, je n'aurai peut-être pas toujours les réponses. Caroline, coucou, comment allez-vous? Caroline, maman de 2 garçons, le plus grand top, dur, dur. Ah, très bien, bienvenue dans le club. Moi aussi, j'ai un grand qui maintenant est un jeune adulte, mais avec un très fort top. Donc, je sais combien il est difficile parfois d'élever un enfant comme celui-là. Caroline, si vous avez une question, si vous avez des préoccupations particulières, je suis là pour vous y répondre. Alors, n'hésitez pas à participer, à mettre des likes, à inviter vos amis, la famille. Voilà, on est là en discussion tranquillou, vraiment à bâton rompu, comme on dit. Il n'y a pas de lézard entre nous. Franchement, allez-y, posez vos questions. Moi, je continue de tourner autour de mon sujet qui est la parentalité. Alors, généralement, quand j'aborde un sujet, je l'improvise totalement. C'est pas quelque chose que je prépare, c'est pas quelque chose que j'anticipe, que j'écris au préalable. Je vous parle avec mon cœur. Ah, j'ai le chien qui parle là. Attendez, on va pouvoir libérer ce petit doudou qui a besoin de se manifester lui aussi. Allez hop, il vaut mieux l'entendre aboyer dehors que dedans. Vous voyez, vous êtes dans mon quotidien, vous êtes dans ma vie. Je ne triche pas, je suis vraiment... voilà, à chaque fois pendant ces lives, je prévois toujours une petite demi-heure, voire plus, pour vous accorder un peu de temps. Coucou Gaëlle, coucou Clémence qui est toujours là présente. Clémence, qui je le répète est coach en développement personnel, mais qui est aussi spécialiste du burn-out parental, donc elle est super et elle vient nous faire un coucou, c'est génial. Caroline, j'ai beaucoup de mal car il répond pas mal et me provoque tout le temps. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment on fait? J'ai envie de dire déjà, c'est souffler un grand coup et surtout ne pas réagir avec notre émotion prioritaire qui est celle souvent qui réagit au quart de tour et qui n'a pas eu le temps de se poser et de réfléchir sur ce qu'on doit répondre. Parfois, l'enfant, quand il est dans son top, quand il est vraiment dans son pic,
il a simplement envie de cracher tout le venin qu'il a à cracher, il a envie de manifester quelque chose. Alors souvent, ce sont des êtres très émotionnels qui ont besoin d'exprimer toujours par la colère, par le doute, par la peur, par les pleurs. Et donc, ils ont besoin de se contrer à vous parce que finalement, je vous rassure, alors je sais que peut-être ça ne va pas vous rassurer du tout, mais quand l'enfant exprime vraiment ses émotions qui sont les plus fortes, eh bien, c'est parce qu'il vous fait confiance, c'est parce qu'avec vous, il sait qu'il peut le faire, il peut ouvrir toutes les écoutilles et puis exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Donc, je pense que la première chose en tant que maman, et même si je sais combien c'est difficile, il faut savoir simplement accepter, accueillir cette parole qui des fois n'est pas très, soit pas cohérente, soit pas très juste par rapport à vous parce qu'elle vous attaque directement. On est là, on prend ça un peu comme un mur dans la figure et c'est vrai que c'est très difficile parce que nous aussi, nous sommes dans l'émotionnel, nous sommes face à un enfant qu'on aime et on a beaucoup comment dire, on a beaucoup de peur parce qu'on se dit on ne veut pas le froisser, on ne veut pas le blesser, mais en même temps on ne veut pas le laisser envahir comme ça l'univers familial. Donc il faut simplement accueillir cette émotion qui vient comme un gros coup de sang. Il faut simplement l'écouter parce que parfois il a juste besoin de déverser des choses. Donc vous l'écoutez déverser tout ce qu'il a à déverser et ensuite vous lui demandez est-ce que c'est bon, est-ce que tu as terminé? Alors souvent c'est quelque chose les premières fois qui vont le surprendre parce qu'ils vont se dire mais c'est bizarre, d'abord elle réagit pas comme ça d'habitude. Donc est-ce que tu as terminé? Alors souvent il va tourner un peu en rond, il va vouloir toujours être un peu dans sa colère, etc. Est-ce que je peux maintenant, est-ce que je peux parler, est-ce que je peux dire quelque chose? Et là je pense que déjà vous lui avez laissé toute la place, il a fait ce qu'il avait à faire, il a dit ce qu'il avait à dire et vous pouvez maintenant intervenir. Parfois le top fait qu'il va réagir avec beaucoup plus de violence, il va partir, il va fuir et il va claquer la porte. Laissez-le, mais l'essentiel c'est qu'au bout du compte, il ait pu dire ce qu'il avait à dire. Bien sûr, il ne faut pas qu'il vous manque de respect physiquement, hein, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez laisser revenir vers vous. Et je pense que le top, justement, le problème qu'il a, c'est à canaliser cette énergie qui est là, qui vient avec violence. Donc, il faut lui laisser le temps de faire redescendre la pression. Moi, je sais que dès le moment où j'ai pu réagir comme ça avec lui, ça a été très différent parce qu'il a compris finalement que ça servait à rien et qu'il pouvait juste me dire les choses calmement. Donc voilà, j'espère que, évidemment, les choses sont très difficiles à expliquer dans ces cas-là parce que chaque situation est différente, chaque personne est différente aussi. Donc voilà, ça peut être un outil qui peut être très sympa. Sachez, Caroline, que je propose justement un programme d'accompagnement qui est vraiment un petit extrait de mon programme sur Maman TDAH et Femme heureuse, où là, je vais proposer un élément très important, un module où vous allez pouvoir apprendre à mieux communiquer justement avec votre enfant. Donc n'hésitez pas à vous manifester, je vous dirai comment ça fonctionne. Céline, maman d'un TDAH top et d'un TDAH top, ben décidément, très compliqué même sous médicaments. On me dit bien souvent que ça va le calmer avec le temps, le top, mais le temps me semble bien long. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le médicament va l'aider surtout à canaliser sa concentration, c'est-à-dire à pouvoir voir toutes les informations qu'il reçoit et de pouvoir les séquencer. Alors que sans le traitement, ça vient tout embrouiller et puis il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il va surtout agir là-dessus, le traitement. Par contre, pour le top, il y a réellement une mise en place, des méthodes à mettre en place à la maison. Et souvent, quand l'enfant revient à la maison après l'école, c'est-à-dire vers 16-17 heures, le médicament ne fait plus d'effet et on est même dans un effet rebond. L'effet rebond, c'est presque comme si c'était le contraire des bienfaits du médicament, où là, l'enfant va être un petit peu au taquet, survolté. Donc, il faut vraiment que vous appreniez des méthodes pour justement canaliser cet enfant. Ce qui est important, comme je le disais à Caroline tout à l'heure, c'est de le laisser exprimer ce qu'il a exprimé et ensuite vous lui demandez si vous pouvez intervenir. Ça s'appelle le respect. Même si ces fonctionnements-là sont un peu atypiques et si ça vous perturbe, il faut comprendre qu'il n'y a que de cette manière que vous pourrez continuer à entretenir ce lien si important avec votre enfant. Caroline, le souci, c'est que je suis, moi, très stressée. Vous voyez, vous avez déjà la moitié de votre réponse à votre question. Le plus dur, c'est que moi-même, j'ai du mal à accepter son TDAH. C'est difficile de voir son garçon réagir avec des pleurs. Eh bien, moi, ce que j'explique justement dans tous mes accompagnements, c'est qu'il va falloir que vous appreniez, et ça s'apprend, il y a des méthodes aussi, à mettre un petit pas de recul par rapport à votre situation de maman d'enfant TDAH.
Votre enfant, il va mettre en exergue toutes ces émotions-là qui sont là prêtes à ressurgir aussi en vous. Donc, il faut que vous preniez un pas de recul, que vous observez la situation comme si vous vous détachez de cette situation, vous détachez de vous et vous observez ce qui se passe. Ayez toujours ce regard un petit peu extérieur où vous vous disiez, voilà, là, ce qui est en train de se passer, il est en train de déverser ses émotions. Il ne m'en veut absolument pas, au contraire, il m'aime plus que toute autre personne dans ce monde. Seulement, il me fait confiance et donc il me dit ce qui ne va pas. Il faut que vous, vous arrivez à vous détacher de ça pour pouvoir mieux l'accompagner. Si vous êtes vous-même stressé, vous le dites vous-même, vous êtes stressé, vous communiquez malgré vous ce stress et ça ne va jamais l'aider, lui, à évoluer dans son comportement. Votre enfant utilise ses médicaments, moi non, je ne veux pas lui donner. On fait au naturel, je lui donne du LT03. Alors ça, je ne connais pas, ça doit être un complément, je suppose pour le moment. Ah oui, ce sont des plantes et zinc, sélénium, magnésium. Alors, comme je le dis à chaque fois, oui, les compléments naturels peuvent être très sympas. Ça peut aider l'enfant justement à un petit peu s'apaiser. Mais encore une fois, je le dis souvent parce que c'est malheureusement une réalité. C'est comme si vous demandez à un tétraplégique de se mettre à marcher. À un moment donné, il faut que vous compreniez que le TDAH, c'est réellement un trouble neurologique. Les transmissions dans le cerveau ne se font pas correctement. On a réellement capté que le lobe frontal, cette partie du cerveau qui est en avant du visage, c'est celle qui va gérer les émotions, qui va gérer aussi l'attention. Et cette partie du cerveau n'est pas développée, ne s'est pas développée comme le reste. Donc c'est pour cela aussi qu'il y a souvent une immaturité affective. Ce sont des enfants qui ont énormément de mal à canaliser ces émotions. Et donc vous leur demandez l'impossible. Il faut juste vous qu'en effet miroir, vous arrivez à insuffler un comportement. C'est-à-dire que s'ils sont en face quelqu'un de solide, de bien ancré, qui sait ce qu'il vous transmet et qui sait faire la part des choses, qui ne rentre pas dans cette émotion-là, votre enfant, par effet miroir, va pouvoir s'apaiser. Donc ça, c'est vraiment un secret que je vous donne. Le traitement, même si vous en avez peur, vous devrez vous renseigner. Il faudrait que je fasse peut-être une documentation là-dessus pour vous aider à mieux comprendre en quoi il va agir pour votre enfant, en quoi effectivement il peut être un petit peu néfaste, parce que c'est vrai, comme tout traitement lourd, il y a des effets secondaires. Ça, on ne peut pas le contourner, c'est ainsi. Mais en tout cas, vous pourrez peut-être amener réellement un soulagement pour votre enfant qui, je vous le rappelle, dans sa tête, c'est un ouragan, c'est la tempête. C'est la tempête. Donc ce traitement, il va l'aider quand même à un petit peu canaliser son esprit, pas ses émotions, pas ses émotions, son esprit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir séquencer toutes les informations qui viennent à lui, et ça va lui permettre de mettre un peu d'ordre dans sa tête. Parce que dans sa tête, c'est le bazar complet. Céline, bonjour, les frères qui sont toujours en conflit, grâce ou non au top, que faire? Eh bien, on est toujours dans ce rapport de communication, on est toujours dans ce rapport de connexion avec l'autre. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que c'est un sujet récurrent qu'on me pose souvent. Il y a vraiment des méthodes, il y a des choses à mettre en place. La première chose, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que vous arriviez à mettre un petit peu de distance par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Si vous rentrez dans l'émotion de votre enfant, c'est fini. Vous êtes perdu parce que vous allez alimenter ce qu'il est en train de venir, ce qu'il vient chercher chez vous. Donc, il faut vraiment que vous preniez vraiment une distance et que vous regardez la situation comme si vous n'en faisiez pas partie. Voilà, ça c'est un secret. Je ne peux pas vous dévoiler toutes les méthodes possibles parce qu'on y passerait des heures, c'est très compliqué, mais en tout cas, ça peut déjà être un élément qui peut vous aider. Valérie, bonjour. Bonjour maman d'un enfant de 10 ans, TDAH impulsif, difficile dans ses relations avec les copains, difficile à vivre avec ça. Et oui, on est toujours dans cette difficulté voilà, d'impulsivité, hein, d'hyperactivité, où l'enfant ne réfléchit pas à ce qu'il dit, ne réfléchit pas à ce qu'il va faire, il agit au quart de tour, il vous donne, il vous met ça comme ça, bam, et débrouillez-vous avec ça. Donc encore une fois, toujours en effet miroir, vous devez travailler en effet miroir, vous devez prendre une distance avec lui, vous devez lui montrer ce qu'il doit faire, et surtout ne prenez pas le copier-coller de ce qu'il vous renvoie. Encore une fois, quand vous voulez communiquer avec un enfant qui en plus a ces troubles d'impulsivité ou même d'hyperactivité et qui a des troubles émotionnels aussi, il faut vraiment lui parler comme vous aimeriez qu'il vous réponde. Ça, c'est réellement quelque chose qui peut être très efficace. Moi, j'ai commencé à le pratiquer.
Je vous ai garanti qu'au début, les enfants sont surpris, ils se demandent pourquoi on agit comme ça. Mais en réalité, ça fonctionne, ça fonctionne. Quand vous voyez que l'enfant est vraiment au taquet, qu'il est dans une crise, qu'il est dans un pic émotionnel, ça, là, ça ne sert à rien de communiquer, vous n'obtiendrez jamais rien. Il faut laisser passer la tempête pour pouvoir ensuite communiquer avec lui. Caroline, oui, les effets secondaires du médicament me font peur et au-delà du top, le traitement, comme la neuro me l'a dit, il ne calmera pas son top. Voilà, donc vous voyez que je ne vous dis pas de bêtises, ça ne calmera pas son top, mais par contre, ça peut l'aider à être plus attentif à ce que vous lui dites. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pas, parce qu'on parle du traitement, en réalité, c'est la molécule qui s'appelle le méthylphénidate, qui existe sous différentes formes à travers différents traitements, parce qu'il va agir sur la prolongation, il va avoir plus ou moins une prolongation longue, il peut y avoir des pics plus importants en matinée, en après-midi, tout dépend du traitement que vous choisissez, mais enfin, c'est pas pour parler de ça, mais concrètement, ce méthylphénidate va agir sur les fonctions neuronales du cerveau de votre enfant. Donc, ça va pouvoir apaiser son esprit dans sa façon d'anticiper les informations qu'il va recevoir. Donc, vous pensez bien qu'un enfant qui n'est pas sous traitement, quand vous lui parlez alors qu'il est complètement aware, mais trop aware, vous voyez, l'enfant ne pourra pas entendre ce que vous lui dites. Par contre, quand il est sous traitement et qu'il est sous l'effet de cette molécule, il va pouvoir séquencer ces informations et il va pouvoir mieux les traiter. Alors effectivement, ça va pas driver ses émotions, mais déjà, ça va enlever un frein dans sa communication. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je saisis bien qu'effectivement, le traitement est quelque chose qui fait peur parce que concrètement, c'est un traitement lourd. Oui, il y a des effets secondaires, mais encore une fois, la neurologue est là pour vous driver justement. C'est-à-dire qu'elle va commencer déjà par vous proposer un traitement en fonction des besoins de l'enfant. Comme je vous l'ai dit, chaque traitement a une prolongation particulière qui lui est propre. Il va avoir aussi des effets secondaires qui vont être plus ou moins vécus de la même manière selon l'enfant. On va voir aussi en fonction de la hauteur de ces troubles. Tout à l'heure, on a une maman, Valérie, par exemple, qui me disait, mon enfant est sous un TDAH impulsif plus. Donc là, effectivement, c'est un enfant qui, à mon avis, mérite d'être sous traitement pour pouvoir un petit peu canaliser cet esprit qui est débordant. Et ensuite, on va faire en fonction de sa réaction. Si les réactions sont trop, on va dire, envahissantes et que ça l'empêche de vivre son quotidien normalement, on va réadapter soit le dosage, soit le médicament en lui-même. On va pouvoir aussi vous proposer des alternatives, comme par exemple ne pas donner le traitement week-end, ne pas donner le traitement en vacances, pendant les vacances. On va le donner uniquement au moment où il a besoin d'avoir son attention pour les apprentissages. Donc vous voyez, le neurologue, lui, il est là justement pour adapter ce traitement. Les effets secondaires, quels sont-ils? Après, je répondrai à Caroline qui me met un petit message, même un gros message. Concrètement, les effets secondaires les plus courants, c'est perte d'appétit. C'est un petit peu se sentir extrait du monde dans lequel il évolue en étant un peu vaseux, un peu comme s'il n'était pas là, pas présent, pas actif dans ce qu'il est en train de vivre au moment présent. C'est aussi peut-être un peu des angoisses. Voilà, il peut y avoir plusieurs effets secondaires. Ça, les 3 que je vous ai donnés, c'est vraiment les plus courants, ceux qu'on peut voir le plus souvent. La perte d'appétit. Dès le moment où vous mettez en place des stratagèmes, par exemple pour mes enfants, ça a été le cas souvent au début du traitement. Quand ils commencent à prendre le traitement, le corps comprend qu'il y a un truc qui les perturbe, ça coupe l'appétit. Donc moi, ce que je faisais, je leur fais un super méga petit-déj, même à manger du salé, des œufs, des pâtes, du gruyère, enfin des choses qui peuvent les remplir pour la faire tenir la journée. Le midi, ils vont pas manger beaucoup. Et puis, le goûter et le soir, là, je vais leur donner des aliments qui vont leur permettre d'éviter les carences alimentaires, de pouvoir les requinquer, pouvoir les renforcer, et pour pas qu'il y ait de perte, justement, tout ce qui est important, les vitamines, les oligoéléments, les protéines, voilà, tout ce qui est important pour leur croissance. Ensuite, pour la perte d'appétit, il faut veiller surtout à ce qu'il n'y ait pas de perte de poids, parce qu'en fait, l'enjeu, il est là. C'est ça le vrai problème. Je vous cache pas que l'enfant n'aime pas trop ne pas avoir faim à midi, ça le mine un petit peu,
mais en même temps, il va tellement y gagner sur d'autres points. Encore une fois, je suis pas là pour faire l'apologie du traitement méthylphénidate, parce que si je pouvais m'en passer, je le ferais volontiers. Et c'est pour ça que j'ai choisi de leur donner uniquement pendant les jours d'école. Le reste du temps, je les laisse tranquilles et ils apprécient ce moment-là. Du coup, ça leur fait accepter plus facilement. Après, quand on sent que l'enfant a des angoisses malgré le traitement, qu'il n'est pas bien, il faut tout de suite en parler au médecin et réajuster. Parfois, les enfants ont besoin d'être sous-dosés, parce qu'on sait que 1 milligramme du traitement se fait par kilo de l'enfant. Donc 1 milligramme par kilo, c'est-à-dire que si votre enfant fait 25 kilos, il aura 25 milligrammes ou une équivalence à peu près. Hein. Voilà, donc parfois les enfants ont besoin d'être sous-dosés, d'avoir que, par exemple, 18 ou 20 milligrammes au lieu de 25. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que vous devez travailler avec votre médecin. Caroline, le souci c'est que moi il fait beaucoup crier. Je crie tout le temps car je suis épuisée. Car comme je vous ai dit, il me répond beaucoup, il me ment aussi. Moi, je ne supporte pas cela. Alors, je vais essayer de voir le mensonge. Donc, moi, ça, je m'y. Alors, oui, Caroline, mais là, vous voyez que dans votre réponse, vous comprenez pourquoi votre enfant est comme ça. Votre enfant, sans le savoir, il va travailler en miroir avec vous. Le fait de vous voir vous énerver, il va s'énerver. Il va créer des symptômes où on va le sentir très stressé, où il va être très mal à l'aise. Il sait que vous allez réagir tout de suite par de la colère. Donc, il faut absolument, Caroline, que vous travailliez sur votre sang-froid, sur votre recul sur la situation. Encore une fois, je propose des programmes pour vous aider justement à cela. Il y a des méthodes, il y a des choses qui sont avérées, qui fonctionnent très bien. J'ai des mamans qui me font confiance et qui se rendent compte à quel point ça leur fait du bien. Parce que je leur explique aussi comment prendre soin de soi, comment arriver à être mieux intérieurement pour pouvoir mieux accompagner l'enfant. Donc tout ça, vous voyez, évidemment, je ne peux pas vous en parler là maintenant parce que il y a tellement de choses à voir, il y a dans toutes les sphères de notre vie de maman. Mais vous voyez que tout est possible. Il suffit simplement de commencer à mettre en place des choses, puis d'être consciente aussi que finalement on travaille en miroir avec son enfant. Valérie, il est sous traitement pour le moment, il en a besoin tout le temps pour le moment, cela lui va bien. Mais l'après-midi, plus compliqué, j'en suis contente car notre vie a changé en bien. Donc vous voyez, la vie est beaucoup plus supportable. Il est vu chez le neurologue tous les 6 mois. Voilà, donc c'est parfait. Vous voyez que là, on est face à un cas d'un enfant qui a commencé à mettre en place ce traitement et qui commence à avoir les bienfaits de ce traitement. Donc, encore une fois, c'est un choix qui est personnel, mais pensez attention à mesdames, que ce choix est personnel pour vous, mais il l'est surtout pour votre enfant. Hein, c'est pour votre enfant que vous devez évaluer les choses, pas pour vous, pas par rapport à vos craintes, pardon, pas par rapport à vos propres filtres émotionnels. Ce n'est pas parce que vous en avez peur que votre fils n'a pas le droit d'en bénéficier. Il faut réfléchir à tout ça. Caroline, le souci, c'est qu'il est sportif, il adore le foot, mais c'est génial, c'est pas un souci ça. Il en fait en club et va à l'école de foot. Génial. Le médicament va le rendre plus mou, moins réactif, et ça va lui briser son rêve de footballeur. Et ça aussi, il ne veut pas le prendre, le médicament. Alors, tout dépend, Caroline, quand est-ce qu'il a ce foot-là quand est-ce qu'il va prendre ces séances? Est-ce que c'est pendant les jours d'école? Je m'étonne un petit peu, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt les soirs après l'école, c'est plutôt les mercredis. Donc, si c'est le cas, effectivement, comme tous les enfants, quand ils font des activités extrascolaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est après l'école, donc l'effet du médicament n'est plus du tout là, je vous le dis, ça ne marche plus. Hein. Vous avez aussi des médicaments qui vont avoir des prolongations plus courtes, donc où le pic va se faire à partir de 15 heures jusqu'à 17 heures, et à partir de 17 heures, l'enfant n'est plus du tout sous traitement, donc ça ne mettra pas du tout en cause ses compétences en tant que footballeur. Ça, je tiens à vous le répéter. Et puis, vous prenez la décision aussi de ne pas lui donner les jours où il n'a pas école, c'est-à-dire les mercredis après-midi ou les mercredis matin, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, les samedis et les dimanches, vous ne lui donnez pas. Et au moins, il a cet esprit qui va être un peu plus tranquille quand il doit faire du sport. Parce que c'est vrai que le médicament a tendance à annihiler un petit peu ses impulsions, cette force de caractère, cette force physique. Donc, ne le mettez pas quand il va au foot. Excusez-moi, je sors de ma bronchite et j'ai du mal parfois. Céline, j'ai l'impression de passer à côté, car en effet, les deux sous traitement, mes matins très compliqués, où les frères se provoquent entre eux, voire à se taper dessus, plus impulsivité des deux des matins, rock'n'roll, oui, j'imagine, et fatigant. Je vous cache pas que moi j'en ai eu 3 comme ça. Hein. Ont déjà fait des thérapies, mais pas de coopération de leur part et pas d'évolution de situation. Un sentiment d'échec dans la parentalité, même si je sais qu'ils sont atypiques. Alors, Céline, vous relevez un sujet très important. L'échec. Et c'est là où je voulais en venir justement dans mon thème d'aujourd'hui, donc je vous remercie de soulever ce point. La parentalité,
On ne nous apprend pas, déjà en temps normal, à devenir parent. Parfois, ça demande un effort supplémentaire. Mais en plus, quand on est des enfants atypiques, comme vous le dites, c'est bien dans votre message, on ne peut pas deviner comment il faut se comporter par rapport à ses enfants. Donc, s'il vous plaît, enlevez de votre vocabulaire le fait que vous soyez en échec. Ce n'est pas du tout votre échec. Et ça, c'est important que vous toutes l'entendiez, ce n'est pas votre échec. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une situation un peu extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut, comme ça, quand vous mettez un enfant au monde, on ne peut pas nous donner une recette. Vous ne savez pas comment faire. Donc déjà, culpabilisez-vous de cela. Vous n'êtes pas en échec, vous êtes dans une situation extraordinaire que vous ne maîtrisez pas. Donc ce que je vous invite à faire, si vous êtes toutes dans cette situation, et je pense que vous êtes, il faut apprendre. Il faut simplement apprendre comment faire. Vous ne pourrez pas inventer les choses. Et surtout, il faut que vous arrêtiez d'improviser. Parce que quand on improvise, on se met face des fois à des situations d'échec. Ça remet en question notre confiance en soi, notre estime de soi. Et puis, on va travailler malgré nous en miroir dans quelque chose de négatif où notre enfant rentre aussi dans un cercle vicieux. Et c'est ce que vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire que vous ne vous en sortez plus. Parce que vous n'avez pas les méthodes, parce que votre enfant, lui, qui travaille en miroir malgré vous, va prendre votre stress, va prendre votre colère, il va vous juger presque comme pas crédible, parce que finalement, il voit que vous ne vous en sortez pas, et vous êtes rentré dans un cercle virtueux dans lequel vous ne vous en sortirez plus. Donc, si vous sentez effectivement que vous êtes dans cet échec, que vous visualisez comme un échec, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut agir vite, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'éducation de mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette difficulté que j'ai à gérer mes angoisses et mon stress? Donc, posez-vous les bonnes questions. Encore une fois, vous pouvez revenir vers moi. Vous pouvez voir avec moi quelles sont les solutions qui s'offrent à vous et ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Pour le sport, ça ne gêne en rien le traitement. Mes enfants ont fait du tennis en club et pas de souci. Voilà, donc vous voyez que, encore une fois, le traitement, alors encore une fois, Céline, ça dépend des enfants, hein, bien sûr, hein, mais il faut toujours que vous compreniez que chaque cas est différent. Vous devez réadapter le traitement en fonction des réactions de votre enfant. C'est lui qui va être un petit peu votre lecteur de la situation. Caroline, le lundi soir, mardi après l'école et jeudi après l'école et le samedi, match. Donc vous voyez que votre enfant après l'école n'est plus sous effet du traitement. Donc rassurez-vous là-dessus. Franchement, ça ne peut absolument pas impacter son potentiel au niveau du sport. Vraiment pas. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai mes enfants, les trois qui sont dans le judo. Bon, le grand a arrêté, il a préféré faire autre chose ensuite. Mais on est allé jusqu'à des niveaux poussés, puisqu'ils sont allés même dans des niveaux de compétition officielle. Et je peux vous garantir que dès le moment où on ne leur donnait pas le traitement et qu'ils partaient faire le sport, ils étaient plus sous effet, il n'y avait plus de problème. Le samedi soir, pas le samedi soir, pardon, le mardi soir, le jeudi ou vendredi soir, il n'y avait plus de problème. Mais il nous est arrivé que parfois, en journée, par exemple un samedi, ils devaient faire quelque chose où ça devait leur demander un petit peu d'attention, leur donner le traitement. Quand ils partaient avec leur traitement dans leur corps pour pouvoir faire des compétitions, ils étaient un petit peu moins réactifs, mais franchement, ça les a jamais empêchés d'être compétents. Au contraire, ils étaient plus attentifs à ce qui se passait. Mélissa, moi j'en ai parlé avec la maîtresse qui a su m'écouter, me comprendre et m'a conseillé de voir une psychologue pour évacuer et se sentir soutenue. Et oui, Mélissa, il n'y a pas du tout... tout est possible, tout est possible. Il suffit de décider. Je pense que ce que vous manquez, vous toutes, mesdames, c'est vraiment une mise en action. C'est-à-dire que vous êtes en position où effectivement vous subissez une situation qui est très désagréable, que vous n'avez jamais choisi de vivre. Et vous êtes là à espérer que les choses changent. Il y a des choses qui ne pourront jamais changer. Votre situation, elle est ce qu'elle est. Mais par contre, vous pouvez changer votre façon d'anticiper certaines situations, votre façon d'appréhender, vous aussi, les réactions de votre enfant. Et encore une fois, c'est votre enfant qui va prendre ce pli aussi. Alors, Caroline, oui, mais quand on lui donne pas tout le temps, ça risque de faire effet inverse. Alors, est-ce que là, c'est des choses avérées que vous avez pu vérifier, Caroline, ou est-ce que ce sont des choses où vous avez peur que cela arrive? Est-ce que ce sont vos craintes qui parlent ou est-ce que ce sont des choses que vous avez réellement vécues? Ça m'intéresse. Le mien est suivi depuis 2 ou 3 ans par une psy. Je ne vois pas vraiment le changement.
Et oui, parce que en réalité, le psychologue, il faut aussi que ce soit un psychologue qui soit réellement spécialisé. Vous avez beaucoup de psychologues aujourd'hui qui s'offrent à vous. Mais encore une fois, est-ce que cette psychologue est réellement formée au TDAH? Est-ce qu'elle est réellement formée aux cas neuroatypiques? On peut être une excellente psychologue et être une très mauvaise psychologue pour un enfant neuroatypique. Donc, il faut vraiment vous renseigner. Il faut vraiment demander avant si cette personne a déjà eu affaire à des enfants TDAH, si elle a déjà eu des résultats, si elle a déjà été confrontée à ces cas-là et quels sont ses résultats à elle. Vous voyez, encore une fois, c'est vrai que si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas deviner tout ça. Mais c'est pour ça que je suis là aussi, parce que j'aime bien aussi pouvoir vous éclairer sur certains points. Et dans l'accompagnement de l'enfant, c'est important de vous adresser aux bonnes personnes. Des médecins et des spécialistes, il y en a à foison. Même dans les villages, maintenant, on trouve des spécialistes. Mais encore une fois, faut-il que ces spécialistes soient spécialisés dans le TDAH. Hein, on ne peut pas s'improviser, même pour un professionnel, et dire, voilà, je suis un bon psy, ok, mais est-ce que vous avez des résultats avec des enfants TDAH? Donc ça, c'est une question absolument que vous devez poser. C'est primordial pour vous. Voilà, donc si vous êtes effectivement intéressé par le fait d'améliorer votre accompagnement avec votre enfant, si vous sentez que vous êtes au bout du bout, que vous n'avez plus de solution pour vous, que vous n'avez plus de solution pour pouvoir enfin retrouver un peu de sérénité, que vous aimeriez vraiment rajouter quelque chose dans votre éducation, que vous sentez qu'il y a des choses à faire, mais que vous n'avez pas les moyens de le faire parce que voilà, par ma méconnaissance, eh bien, je vous invite vraiment à vous rapprocher de moi. Je vous le signale aussi, et je le dis parce que c'est important que vous le sachiez, c'est totalement gratuit. Ce jeudi soir à 21h, je prévois une conférence où je vais m'adresser à vous. Elle est spécialement adaptée pour votre situation de maman d'enfant TDAH. Je vais vous donner justement des clés qui vont être vraiment très précises, très concrètes, que vous allez pouvoir implémenter dans votre quotidien. Cela va vous donner déjà des outils et vous allez pouvoir commencer déjà à améliorer les choses. Elle est formée pour les TCC. Alors changez de psy, parce que finalement, si vous voyez que votre enfant n'a pas d'amélioration malgré la TCC, alors c'est que soit la méthode ne lui convient pas du tout, soit que la psychologue ne lui convient pas du tout. Encore une fois, dans chaque profession, il y a des personnes qui sont plus ou moins compétentes. Hein, voilà, c'est une réalité. Céline, l'impression d'être dans un combat permanent avec certains enseignants non formés au TDAH, et ils sont nombreux, qui sont dans le jugement et conseillent d'aller dans la forêt. Alors, oui, c'est super conseil. Ah, j'ai dit TTC, pardon. Non, je pense que vous m'avez mal compris. Thérapie comportementale cognitive. Je sais ce que c'est la TCC, Caroline. Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est Caroline. Oui, c'est vous-même qui avez dit TTC. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu votre commentaire au-dessus. Alors, excusez-moi, je voulais pas m'énerver. Hein. Alors, les professionnels, les enseignants n'ont pas accès, et moi j'en connais beaucoup qui se plaignent de cela, aux formations pour pouvoir vraiment accompagner mieux en classe les enfants TDAH, les enfants 10, tous les enfants neuroatypiques. Alors, sachez une chose, c'est que si vous participez à ma conférence jeudi, vous allez avoir accès à un outil gratuit que je vais vous délivrer, qui est un document de plus de 30 pages, qui est un e-book. Vous allez pouvoir justement adresser aux enseignants. Alors, normalement, c'est une surprise, mais je vous le dévoile parce que je pense que vous en avez besoin. Si vous participez en présentiel à cette conférence, vous aurez en cadeau ce document. C'est un document que vous pourrez donner aux enseignants. Alors, c'est un document c'est une approche qui est tout à fait bienveillante. Il n'y a pas de jugement par rapport au travail des professionnels dans l'enseignement, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui leur permettra de comprendre mieux le fonctionnement de l'élève en classe, tant dans ses comportements, dans sa façon d'appréhender l'apprentissage, dans sa façon de fonctionner, de comprendre. Voilà, tout ça, c'est vraiment pour aider l'enseignant à mieux accompagner. Et oui, c'est vous qui vous êtes trompée, Caroline. Oui, j'avais bien compris, mais j'ai mis diplôme avant de comprendre que c'était vous. Pardon. Oui, donc la TCC, c'est quelque chose qui peut être très efficace, mais encore une fois, faut-il bien le pratiquer. Il y a des psychologues parfois qui s'improvisent dans la TCC et qui sont pas forcément très, très compétents.
Donc là, bon, c'est délicat comme sujet, bien sûr, hein, mais voilà. Alors, pour revenir sur ces lignes, donc je vous disais, les enseignants ne sont pas forcément formés, c'est vrai, et ils sont très, 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 très nombreux. Donc, c'est vrai que ça serait génial de pouvoir leur proposer une formation vraiment comme du clé en main, où ils vont pouvoir mieux accompagner ces enfants. Voilà, donc ça, euh, il faut savoir que, encore une fois, on n'en est qu'au début. Si vous saviez, ça fait que depuis 2005 que le TDAH est reconnu comme handicap officiellement par la MDPH. Donc, vous voyez, on est vraiment qu'à l'aube, on n'est qu'à l'aube de cette découverte. Le TDAH est reconnu, c'est vrai médicalement, mais malheureusement, il subit encore beaucoup de jugements des enseignants, même parfois du corps médical. Et alors, je vous dis même pas par rapport aux gens de l'extérieur, parce que c'est vrai que ce qu'on voit chez un enfant tout de suite, on va parler d'hyperactivité, d'impulsivité, on va pas parler de son trouble d'attention, et on va tout de suite émettre un jugement sur la façon que la maman a eu d'élever son enfant. On va lui dire qu'elle a été trop permissive, pas assez autoritaire, qu'elle laisse faire. Enfin voilà, c'est des jugements qui reviennent sans cesse et qui sont malheureusement très difficiles à entendre. Alors, Céline, j'ai déjà tenté cette approche de les sensibiliser pour la journée TDAH, mais gentiment refoulée. Donc, j'ai abandonné. Oui, parce que je pense qu'en France, nous sommes comme ça. C'est assez idiot, mais c'est une réalité. On a besoin d'avoir une étiquette, quelque chose d'officiel. Si vous arrivez, vous, en tant que maman, en disant, voilà, bonjour, je suis maman, je suis sensibilisée au sujet du TDAH et je peux peut-être vous informer un peu mieux pour vous aider dans votre travail, ça passera pas. Parce que vous allez passer pour une maman qui se la pète et qui veut donner des leçons à ses profs. Je rappelle, les profs ont une petite tendance, c'est de se dire, voilà, moi je sais, j'apprends aux gens et vous savez pas forcément. Donc parfois, il faut y aller avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tact, juste pour leur expliquer que vous êtes bienveillante et que vous ne voulez pas vous imposer, hein, juste que voilà, vous voulez juste les aider. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de participer à ma conférence jeudi. Vous allez avoir ce document qui est un document officiel de la communauté Maman TDAH et Femmes Heureuses, qui maintenant commence à avoir beaucoup de poids, beaucoup d'impact et qui est généralement très très bien reçu par les enseignants parce qu'ils voient que voilà, c'est vraiment pour les aider, qu'il n'y a pas du tout de jugement par rapport à leur travail. Donc ça, voilà, c'est un petit indice que je peux vous donner qui peut vous aider. Est-ce que vous avez d'autres questions, les mamans? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin de me dire et que voilà, que vous avez besoin de partager? Ça fait peut-être plaisir aussi aux autres mamans, peut-être qu'à travers vos questions, elles peuvent avoir aussi des réponses à leurs problématiques, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Donc je pense que là, on a fait un petit peu le tour. Donc de toute façon, chaque jour, je vois que vous êtes là, vous êtes présente. Chaque jour, je vais revenir vers vous. On va pouvoir ouvrir le champ des questions. Vous allez pouvoir me dire, évoquer votre situation et voir ce qu'on peut faire pour vous aider. En tout cas, sachez que je le fais toujours avec grand cœur. J'essaye toujours de vous aider. Évidemment, il est difficile comme ça, en visio, de pouvoir vite vous donner des solutions concrètes. Mais en tout cas, cela vous montre que voilà, je peux vous apporter des solutions, je peux vous aider. Il faut que nous créions un lien aussi entre nous, un lien de confiance, et vous comprendrez qu'effectivement, ma démarche n'est vraiment que positive, hein. Elle est vraiment pour aller vers vous et pour vraiment vous soulager finalement. J'ai été moi-même, je suis toujours, une maman de 3 enfants, donc 3 enfants avec TDAH, TOP, 10, hypersensibilité même HPI. Donc voilà, je connais bien ce que vous vivez et que je pense être bien à même de pouvoir vous accompagner. Caroline, je pense que moi-même, j'ai du mal avec le trouble de mon garçon. Je m'en veux parfois, car même si je sais que ce n'est pas de ma faute, mais je n'arrive pas à accepter qu'il ne soit pas comme les autres enfants. C'est difficile de voir que l'on se doit remarquer, que l'on se fasse remarquer, je pense que vous allez le dire, soit dans les magasins, au restaurant, au parc d'attractions, les gens nous font soit des remarques ou des réflexions que ce sont des enfants mal élevés. Il faut encore une fois que vous preniez du recul, Caroline. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vos enfants sont ce qu'ils sont. Vous ne pourrez pas changer cela. Là où moi je peux vous aider, c'est justement pour que vous puissiez mieux les accompagner. Mélissa, auriez-vous conseillé sur le trouble de l'inhibition enfant de 4 ans? Là, franchement, la première chose que j'ai envie de vous dire, Mélissa, c'est réellement ne forcez pas les choses. J'ai eu une petite, moi, qui a été pendant très longtemps comme ça, qui commence à sortir de sa coquille. Il faut rassurer, 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 sans arrêt, sans relâche. Votre enfant, s'il est dans une forme d'inhibition,
c'est parce qu'il a besoin d'être rassuré, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, donc il faut lui dire des mots d'amour, des mots doux, des câlins, surtout ne pas alimenter cette inhibition. Tu as raison, mets-toi de côté. Non, essayez simplement de le stimuler par des petites choses, des petites astuces, essayez de l'amener vers l'extérieur, réconfortez-la, voilà. Faites en sorte que vous puissiez faire toujours le lien avec elle et l'extérieur, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et de patience surtout. Pour les gens, c'est ça, ce sont des enfants mal élevés, Caroline. Oui, mais on le sait, ce n'est pas un rapport avec votre façon de les élever. C'est que peut-être que vous n'avez pas les bonnes tactiques, les bonnes méthodes. Mais encore une fois, je ne cherche pas à culpabiliser, mais surtout à vous responsabiliser, vous les mamans. Céline, bonjour. Comment expliquer à son enfant le TDAH? Ça, c'est une excellente question, Céline. Eh bien, moi, je pense que vous devriez leur expliquer en leur parlant comme si vous étiez une enfant. Tout simplement leur dire que le TDAH, ça fait d'eux des personnes que les autres voient comme différents, mais en réalité, ce sont des enfants comme tout le monde, dont la peau est comme la peau de n'importe qui d'autre, le sang coule comme n'importe qui d'autre, ils ont des pensées comme n'importe qui d'autre, seulement ils ont une façon de penser qui est un petit peu différente. Ils ont besoin de bouger un peu plus, ils ont besoin qu'on leur répète un peu plus les choses, ils ont besoin d'être un peu plus rassurés, mais que ça fait des êtres un peu particuliers et qui peuvent être aussi très intéressants parce qu'ils sont justement pas comme les autres et qu'il faut surtout pas qu'ils s'inquiètent de cela et que malheureusement, les gens ont vite un jugement, ils pensent que ce n'est pas bien d'être différent, mais que vous trouvez que c'est génial d'être différent parce que justement ça fait de lui ou d'elle un être exceptionnel. Et voilà, et essayez de le réconforter en lui disant que ce n'est pas une mauvaise chose, que c'est au contraire une belle chose et que plus tard, il aura la facilité de créer beaucoup plus de choses que les autres, qu'il aura des idées encore plus originales parce que justement, il aura travaillé son originalité. Voilà, donc je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut que vous abordez votre enfant. Et encore une fois, ça peut être aussi un travail très intéressant que vous pouvez mettre en place avec votre enfant en mettant des objectifs particuliers avec lui. Mélissa, merci. Merci à Caroline, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Voilà, sachez que je serai encore là peut-être demain à 13h. Je vais tenter, on verra bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre bienveillance, de votre confiance. C'est parce que je sais que c'est aussi grâce à vous que cette communauté existe. C'est grâce à vous que nous pouvons avancer toujours un peu plus, garder la foi, garder l'espoir. Le TDAH n'est pas du tout une fatalité. Ça peut être une très belle découverte aussi de soi. Céline, pour les matins, je fais comment? Laissez faire le vacarme et stop, pas les conflits. Eh bien là, c'est pareil, Céline. Les matins, il faut que vous mettiez en chose, des choses bien carrées, bien en place. La première chose que je pourrais vous dire, c'est levez-vous avant tout le monde. Préparez-vous pour être prête au combat. Et puis, il y a des choses qu'il faut éviter. Les écrans, les télévisions, tout ce qui pourrait attirer leur attention. Alors attention et leur tension du coup sur autre chose. Vraiment préparez-leur leur petit-déj avant. Mettez-leur un petit cocon, mettez-leur une musique douce. Préparez-les à déjà aborder leur matin d'une manière sereine, d'une manière calme. Proposez des temps de discussion entre vous au petit déjeuner. Voilà, soyez disponibles, ne faites pas autre chose. Si vous avez des choses à faire en vous levant, faites-les avant et vous les réveillez ensuite. Ayez toujours un réveil tendre, délicat, câliné. Moi, ce que j'aime, par exemple, quand mes enfants sont un petit peu speed le matin, eh bien, quand ils étaient plus petits, je leur massais les jambes, les pieds au réveil. Ils adoraient ça. C'était le petit rituel ou simplement des petits chatouillis dans le dos. Ils aimaient ça et ça leur permettait de se réveiller vraiment en étant beaucoup plus disposés à être calmes. Bonne journée, à bientôt. Merci Céline, merci Caroline. Mélissa, utilisation du time timer est génial le matin. Oui, Mélissa, génial le time timer parce que pour eux, ils visualisent le temps qui passe. Et ça les rassure. Vous savez, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à gérer leur espace-temps. Donc vraiment, participez au maximum dans cet équilibre-là. Mettez le time timer, mettez des musiques douces, faites des câlins, des mots doux. Voilà. Et donnez-leur déjà le ton de leur journée. Voilà, je vous remercie à toutes. Je vous embrasse. Je pense fort à vous. Continuez, surtout mettez en place des choses, soyez dans l'action, ne laissez pas faire et surtout ne soyez pas en victime. Mettez-vous en mode je m'y mets. Action, action, action. Je vous remercie et je vous dis à demain. Ciao, ciao.